Une fois par mois, le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine vous donne rendez-vous pour Notre territoire en vie. Des échanges et réflexions avec des invités dans la convivialité, l'humour parfois et le respect toujours. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour prolonger le dialogue et proposer des sujets sur le site de Radio Laser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Sébastien Benoît. Alors, on m'avait mis la casquette SIC Estuaire Énergie, donc effectivement, c'est l'endroit où je travaille, mais plutôt ma casquette ce soir, c'est en tant qu'élu de Bain-de-Bretagne. Je suis conseiller municipal chargé des transitions énergétiques et écologiques. Et je suis également administrateur de l'ALEC des Vallons de Vilaine, donc l'agence locale de l'énergie et du climat. Donc le thème, c'était transition énergétique et écologique. Alors, 12 minutes, on va être synthétique, mais en tout cas, ne sachant pas un petit peu comment ça s'organisait, j'avais amené des choses pour un petit peu structurer un peu mon intervention autour de 3 thèmes qui me tiennent à cœur, en tout cas en matière de... Alors, c'est pas forcément pour faire de la pub, mais il y a l'aspect transition énergétique, donc certains connaissent sans doute le très bon bouquin. Je suis pas d'accord avec tout sur ce bouquin-là, mais de Jean Covici sur le monde sans fin, donc sur l'aspect vraiment énergétique. Il y en a un qui est sorti assez récemment, donc il y a un autre sujet qui, je pense, va beaucoup nous concerner ces prochaines années, c'est l'aspect ressources. Donc c'est la matérialité, en fait, de notre monde, de nos modes de vie, et que, il y a des tables, il y a du tissu, il y a du bois partout, donc le fait de l'accès aux ressources. Et puis, il y en a un dernier que j'ai découvert, moi, personnellement, en tout cas, il n'y a pas très longtemps, à travers ce livre-là, qui est un livre Ethnographie des mondes à venir, qui est notre rapport au vivant, qui, je pense aussi, doit structurer les transitions énergétiques et écologiques. Mais ça me semble aujourd'hui excessivement important dans le contexte et dans le monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'était l'histoire de structurer un peu les 3 thèmes, mais je vais essayer d'être un petit peu plus synthétique sur la partie énergétique, qui est un petit peu mon domaine d'activité, parce que j'ai travaillé plus de 20 ans en collectivité, donc en communauté de communes, principalement sur l'énergie, et puis également en commune. Donc cet aspect énergétique, et je réinterroge un peu aussi le terme transition, parce que transition, c'est tranquillement être un petit peu dans son canapé, et puis se dire, les choses vont évoluer tranquillement, et puis ça va bien se passer, et puis on va changer d'état tranquillement, entre un état et puis un autre. Donc je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'on parle à minima de transformation, parce qu'il va falloir qu'on transforme nos modes de vie, nos façons de faire, nos modes de consommer l'énergie et toute autre ressource. Donc c'est un petit changement sémantique, mais aujourd'hui ça démontre la nécessité d'accélérer un peu là. L'échauffement, il est un peu terminé en matière de transition, donc on enlève le survêtement puis on y va, quoi. On travaille vraiment ces notions-là pour ne pas avoir à gérer en fait des ruptures liées à notre approvisionnement énergétique, des ruptures liées aux ressources, des ruptures aussi dans l'effondrement du vivant et puis de la biodiversité. Donc aujourd'hui, voilà, je partirais plus de vraiment des transformations plus que des transitions, pour se dire vraiment se mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'on avance sur ces sujets-là. Et donc sur la question de l'énergie, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus ce soir-là uniquement en mobilisant leurs muscles, donc leur énergie interne. Donc je ne sais pas qui est venu à pied, à vélo. Donc voilà, donc ça c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie interne, intracorporelle. Et aujourd'hui, quand on regarde notre rapport à l'énergie globalement, je dirais que l'énergie, c'est un petit peu le fluide sanguin de notre économie, de nos collectivités et carrément de nos modes de vie, quoi. Donc ça alimente tous nos modes de vie, l'énergie. On le voit ce soir là, c'est simple, hein, on a allumé un bouton, on a de l'énergie, impeccable. Voilà, peu de monde sont venus uniquement en mobilisant leurs muscles. On est tous habillés, on n'est pas habillés en peau de bête et en habits qu'on aurait nous-mêmes fabriqués en allant chercher ça dans la nature. Et puis j'en passe et des meilleurs, en tout cas sur notre rapport à l'énergie. Donc ce rapport un petit peu de fluide sanguin de nos modes de vie. Et ce fluide sanguin, on le gère plutôt en circulation extracorporelle. C'est-à-dire que l'énergie, aujourd'hui, elle vient de loin, voire de très très loin, et on a confié la capacité à nous fournir de l'énergie à des gens qui sont loin ou à des structures qui sont très très importantes. On en a en France, EDF, Engie et d'autres
et à l'échelle mondiale. Donc une circulation extracorporelle, je ne sais pas si certains en ont déjà vu, en tout cas véritablement dans un hôpital. C'est assez complexe, il y a des machines partout, et puis c'est pas très agréable de se trouver dans cette situation-là, quoi. Et le mode de fourniture d'énergie aujourd'hui pour nos modes de vie, c'est un petit peu ça, quoi. Quand on regarde une carte de l'Europe, on voit des gazoducs qui arrivent de partout, de Norvège, Russie, il y en a même qui viennent d'Afrique du Nord, etc. On voit des lignes électriques partout. Et tout ça, ce sont un petit peu nos artères qui nous alimentent en énergie, mais ces artères-là, elles sont fragiles. On n'a pas la main dessus. Il y en a qui s'amusent à les faire sauter en mer Baltique, et on voit tout de suite les impacts que ça peut avoir depuis la guerre en Ukraine et la géopolitique aujourd'hui. Donc moi, ce qui m'anime un petit peu en matière énergétique, c'est d'essayer d'un petit peu de diminuer cette circulation extracorporelle et de travailler avec les ressources énergétiques qu'on a sur nos territoires. On en a. On a du soleil, on a du vent, on a de la biomasse, on a un peu d'hydroélectricité. Et ça, il faut vraiment, je pense que tous collectivement, on reprenne la main sur nos ressources énergétiques. Alors, je sais bien qu'il y a du débat, l'éolien, le solaire au sol, la méthanisation, la biomasse, etc. Mais on doit travailler à... Tout ça, c'est une question reliée au paysage. Il y a 200 ans, il y avait les moulins à eau, à vent, il y avait les forges, etc. Donc tout ça a été inscrit dans le paysage. Et puis avec la révolution industrielle, hop, tout ça est parti dans des pays lointains et ça a disparu de notre conscience collective et du paysage. Et aujourd'hui, on a besoin de réinventer, moi, ce que j'appelle les paysages de l'après-pétrole, où, oui, il va nous falloir dans notre conscient collectif, dans nos paysages, des éoliennes, des panneaux solaires, des méthaniseurs, des chaufferies bois. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces outils de production d'énergie, ils appartiennent au territoire. Il faut que collectivement, les collectivités, les citoyens, on puisse s'organiser pour que un maximum de moyens de production de cette énergie qui alimente nos modes de vie nous appartiennent ici collectivement. Et ce que je dis là, c'est pas une révolution, il y en a d'autres qui le font depuis très très longtemps, mais c'est véritablement quelque chose qu'il faut engager sur notre territoire pour reprendre la main, diminuer cette fragilité liée à cette circulation extracorporelle. Donc il y a des territoires, pas plus tard que ce matin, là j'étais du côté de Retier, et il y avait une centaine de personnes qui venaient découvrir un parc éolien citoyen et public, puisque c'est collectif. Donc c'est possible, et il y avait une vraie dynamique, il y avait une vraie satisfaction des élus locaux, des citoyens qui se sont investis en temps et en moyens financiers pour faire émerger ce parc-là comme étant un outil de production d'énergie qui leur appartenait. Donc je pense qu'aussi sur nos territoires aussi, on a ces capacités-là à travailler sur l'énergie. Après, produire de l'énergie localement, ça n'empêchera pas la nécessité d'une sobriété. Sobriété, parce que produire ces éoliennes, ces panneaux solaires, tout ça demande la ressource. Donc, et cette ressource, encore une fois, des panneaux solaires ou les éoliennes, j'ai encore constaté ce matin, c'est pas produit en France, c'est pas produit en Europe, même pour les panneaux solaires. Les éoliennes, il y a une partie qui venait, les pales venaient de Turquie, les mâts venaient du Portugal, bon, ça c'est en Europe. Mais voilà, on a aussi toutes ces filières-là, mais c'est aussi de la consommation de ressources. Donc, si on ne veut pas non plus avoir à mettre des éoliennes un petit peu partout, il faut qu'on ait une forme de sobriété énergétique qui se mette en place. Et on a des marges de manœuvre très très importantes pour y arriver. Donc voilà, en tout cas, ce que je voulais repréciser sur la partie transition énergétique, sur la partie ressources, je vais pas m'y attarder, mais insister quand même sur la partie liée au vivant. Moi, j'ai découvert à travers ce livre-là le fait que la nature, en fait, ça n'existe pas. La nature, c'est un concept qu'on a inventé au détour du XVIIe siècle, quelque chose comme ça, quand les explorateurs européens sont partis explorer le monde et se sont dit « la nature, c'est formidable ». Et on dit « la nature, c'est un truc à côté de nous, à côté de notre propre humanité ». Et non, en fait, on est complètement intégré à cet élément-là. Donc, c'est de reconsidérer
moi ce que j'appelle nos colocataires non humains, donc c'est l'ensemble du vivant qui nous entoure. Et on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'on a avec le retour du loup en Bretagne. Voilà, c'est ce prédateur qui revient tranquillement se réinstaller dans des niches et on voit les difficultés qu'il faut pas négliger, notamment avec le monde agricole. Mais on voit bien qu'on a perdu ce lien à la nature en s'imaginant que les loups ils sont à côté et puis nous on s'occupe d'un truc. Donc ça aussi c'est un élément que en tant que citoyen et puis collectivité on doit réinvestir. Il y a des outils, il y a tout un tas de dispositifs qu'on peut imaginer mettre en place. Il y en a un que j'ai mis en place dans un précédent poste qui est un atlas de la biodiversité. C'est pas qu'un outil de prise de connaissance, mais c'est aussi un outil d'animation, c'est un outil de sensibilisation. Et ce sont des outils qu'il faut qu'on essaye de mettre en place. Alors c'est pas évident. Quand on parle aussi biodiversité avec le monde agricole, on a des résistances, on a des difficultés, mais il y a aussi une partie du monde agricole qui est tout à fait conscient des relations importantes qu'il y a à mettre en place avec l'aspect biodiversité. Donc il faut dialoguer, éviter de... Je réagis un petit peu à ce qui était dit tout à l'heure sur le débat. Je vous fais pas la transition agroécologique, mais le terme agroécologie me va bien parce qu'il faut discuter avec les agriculteurs pratiques professionnelles. Et le bio ou le pas bio ou le conventionnel, tout ça met un petit peu dans les cases. Et les cases, aujourd'hui, on est dans une société qui se polarise beaucoup. Donc, évitons les cases, mais soyons sur le terrain à discuter. Non-labour, agriculture de conservation, semis direct, les bocagères, les bandes fleuries, tout ça, ça sera plus concret pour faire avancer les choses. Par rapport à la vie, phénomène du vivant, puisque, comme on le sait, la biodiversité est en danger. Quand vous regardez, quand on reçoit les images de Pioneer 1, je crois, la sonde, à 6 milliards de kilomètres de la Terre, c'est quoi la Terre ? C'est un tout petit point, on le voit même pas. Une petite poussière. Et nous, on est là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai souvent discuté avec des gens de la Ligue contre la vivisection en région parisienne, disant il faut pas intervenir sur l'animal. Il faut intervenir sur l'animal pour mieux soigner l'homme, certes. Mais là, on le met totalement en danger avec différentes techniques, etc., etc. Et je me pose la question quand même aussi, c'est une question là, est-ce que certaines transitions écologiques ne pourraient pas être dangereuses aussi pour l'animal et pour les végétaux également? Et donc ça, c'est un gros problème quand on voit que le nombre de papillons, quand vous circulez en voiture, avec les phares, vous voyez de moins en moins de petits moucherons sur votre pare-brise. Je suis âgé maintenant, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en avais partout quand je circulais. Et donc, attention à quelle transition écologique faire. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça, Sébastien ? Question, une remarque. Le vivant, pour le coup, n'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, oui, effectivement, nos modes de vie sont techniques. Donc, à partir de ce moment-là, quand on va consommer de l'espace, installer des éléments technologiques au sein d'un espace naturel, va y avoir des conséquences. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là chaque fois qu'on réfléchit à un nouvel élément. Moi, j'avais une question un peu plus pratico-pratique. C'est est-ce qu'on a fait un état des lieux de nos territoires en besoins énergétiques, entre guillemets, vitaux, mais sans aller dans des choses de base, parce que de toute façon, il faudra avoir de la résilience si on veut remettre l'énergie au sein de nos territoires, il va falloir être résilient, mais est-ce que, de façon assez macro, est-ce qu'on a fait un état des lieux de nos besoins et comment le territoire, avec les différents systèmes solaires, éoliens, etc., pourrait y répondre sans faire des choses monstrueuses et sans empiéter, entre guillemets, sur la partie agricole, puisque c'est aussi une des problématiques. Alors sur la question d'établir les besoins, oui, c'est fait à travers ce qu'on appelle les plans climat, air et énergie, qui sont, on va dire, une simple compilation de la consommation d'énergie à l'échelle d'un territoire. La question des besoins vitaux, c'est une vraie question.
parce que aujourd'hui, on gaspille énormément d'énergie. On gaspille énormément d'énergie parce que, paradoxalement, elle est pas chère. Là, on a vécu en 2023 un petit coup de chaud, mais quand on regarde les courbes sur les 15 dernières années, c'était formidable, hein, l'électricité, très bonne qualité, pas chère, abondante. Donc voilà. Donc on a développé des systèmes qui sont absolument pas efficients. Et je prends un exemple, moi, qui m'a un peu interpellé, on va pas dire choqué, mais interpellé, ce sont les équipements commerciaux qu'on installe dans des villes proches de chez moi, où on a un magasin avec une surface d'exploitation, une hauteur d'exploitation commerciale de 3 mètres de haut, et le magasin, lui, il en fait 8. C'est-à-dire qu'on a 5 mètres qui ne servent absolument à rien, qui ont dû être construits, qui doivent être chauffés. C'est du foncier ou des volumes qu'on recherche pour loger nos personnes. Donc je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui, pour des soucis esthétiques, pour des soucis, d'habitude de construire des équipements commerciaux, on fasse des hauteurs. Là, on a encore des hauteurs sous plafond aussi importantes. Donc c'est des petites choses comme ça. La hauteur entre 3 mètres et 8 mètres, c'est pas un besoin vital d'énergie, quoi. Donc ça, ce travail-là de se dire c'est quoi nos besoins vitaux d'énergie, non, il est pas fait aujourd'hui, quoi. Et après, sur la capacité du territoire à produire sa propre énergie, aujourd'hui, vu les niveaux qu'on consomme, ça va être compliqué, notamment sur la partie carburant. Autant sur la partie électricité, avec la capacité éolienne, la capacité solaire, il y a des choses qui seraient possibles. Après, l'idée, c'est pas d'être en autarcie, mais c'est d'essayer de couvrir au maximum nos besoins, quoi. Et surtout, je le redis, de faire en sorte que la valeur produite par cette énergie, elle reste sur le territoire. Et elle puisse ensuite servir à d'autres actions, notamment sur la sobriété énergétique, sur l'éducation, peut-être sur le vivant aussi. Parce que c'est vrai parfois on critique beaucoup les éoliennes, mais les éoliennes ont contribué de façon très très importante à une meilleure connaissance, par exemple, des chauves-souris. Parce qu'à chaque fois, on a des études d'impact. Voilà, les éoliennes ont contribué à avoir une meilleure connaissance et peut-être mieux mettre en lumière les chauves-souris comme étant des éléments très très importants de la biodiversité. Voilà, j'étais un petit peu long, mais je sais pas si j'ai répondu à tout. Donc Laetitia, je co-dirige l'Hyper-U de Guichen. Donc c'était très intéressant, merci. Justement par rapport à votre dernière remarque sur l'aberration nous justement on a travaillé, enfin c'est une autre façon de penser en fait. Nous avec ma sœur on a suivi le parcours de la Convention des entreprises pour le climat en 2023 et là vraiment clairement on a pris conscience avec ce parcours qu'il fallait changer notre façon de penser, notre façon et c'est comme ça on était prêt à déposer un permis de construire pour la rénovation du magasin et l'agrandissement et on est reparti de zéro et on a travaillé sur justement la fonctionnalité et nos besoins et qu'est-ce qu'on pouvait mutualiser tout en ayant comme objectif de devenir une entreprise à visée régénérative, c'est-à-dire de se dire on va pas y arriver tout seul, mais l'objectif c'est d'avoir toujours le moins d'impact possible sur notre environnement et privilégier la biodiversité. Et effectivement, c'est une autre façon de penser et clairement c'est pour ça qu'il faut aussi informer les gens. Moi, je trouve que j'étais climato-sceptique il y a 3 ans. Je suis une hyper engagée aujourd'hui, mais parce que j'ai compris en fait. Parce que et ça c'est important de toutes ce que vous avez dit tout à l'heure. Enfin, toutes les intervenants, c'est intéressant parce que plus on informera les consommateurs, plus on les informera aussi avec des acteurs privés. Il n'y a pas que la collectivité, il y a aussi les acteurs privés. Et plus on se met tous ensemble autour d'une table, et je rejoins ma voisine, c'est que plus on se met tous ensemble autour d'une table, autour de différents projets, que ce soit justement l'énergie, que ce soit l'alimentaire, que ce soit la culture, on trouvera des solutions sur le territoire. Et c'est en travaillant ensemble et pas en mettant dans les cases, effectivement, qu'on y arrivera, quoi. C'était pas une question, mais c'était vraiment en disant plus on informera les gens, plus d'une autre façon de fonctionner, et mieux ça marchera. Merci Laetitia. Autre question ? Le bilan énergétique juste limité au territoire, il est intéressant pour le territoire pour commencer à réfléchir. Par contre, en fait, un territoire comme nous, on est déjà bien sorti de Rennes Métropole, on va dire. L'essentiel du territoire se tourne est plutôt rural.
le bilan énergétique qu'on doit développer nous, il est bien au-delà de nos propres besoins à nous en fait, parce que on fait quand même partie après d'une région, d'un département. On a des métropoles très importantes, Rennes, Nantes, autour de nous, des capitales qui sont des monstres énergétiques qu'il faut décarboner, qu'il faut amener à une sobriété très forte, qu'il faut sans doute dépeupler pour repeupler les territoires ruraux, etc. Les modèles de transformation, je suis très d'accord avec toi sur le terme de transition qui est abandonné, prévoient ça aussi. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, des éoliennes, des panneaux solaires en masse, des agrocarburants, du méthane, de différentes générations, enfin tout ce qu'on pourra faire en fait, c'est là où il y a du foncier disponible. Les énergies renouvelables ont ça de particulier que c'est des énergies qui sont complètement décentralisées en fait, qui sont très très diffuses. On finit toujours par capter le rayonnement solaire, donc en fait on peut faire des ratios au mètre carré, que ce soit le vent qui circule ou du soleil qu'on capte ou des plantes qui poussent. En fait on est sur quelque chose qui est très décentralisé, rien à voir avec les énergies de stock et de masse qu'on déstocke depuis des années, le pétrole ou du nucléaire très centralisé, donc on a vraiment ça à avoir en tête. Et pareil, on parle énormément de production d'électricité, qui représente à peu près 40% de notre consommation d'énergie. Le reste, c'est encore du pétrole. Et donc parmi l'électricité, éolien plus solaire plus hydraulique, ça pèse à peu près 30%. Voilà. Donc en fait, faut bien avoir en tête les rapports d'échelle, on est encore sur des toutes petites choses, quoi. Donc se satisfaire d'arriver à du 100% renouvelable en consommation électrique sur un territoire, faut s'imaginer qu'on a fait 10% du boulot, quoi. Voilà, c'est juste ça. Entièrement d'accord avec mon collègue du CA de l'ALEC. Mais non, souvent on oublie aussi l'aspect carburant, parce que les carburants pèsent très très lourd. Et aujourd'hui, c'est ce qui est difficile à décarboner, même si on a des solutions. Donc c'est aussi tout le travail sur le besoin initial de mobilité. Tout l'aspect mobilité, il est essentiel pour utiliser moins de carburants pétroliers. Parce que ceux-là, ils sont pas faciles c'est pas facile de s'en séparer, quoi. Personne n'est venu à cheval aujourd'hui non plus. Jean-Luc? Oui, bonjour, merci pour l'intervention, très très instructif. Ma question, c'est, je vois bien le tableau et je partage, hein, c'est assez inquiétant quand même malgré tout. C'est quoi la priorité? S'il va y avoir 3 priorités par rapport à la transition écologique aujourd'hui, ce serait quoi les actions prioritaires à quelque part à concevoir pour éviter la fameuse rupture que tu évoquais tout à l'heure, quoi. Alors j'en ai pas forcément parlé, mais vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. J'aurais tendance à dire qu'il faut assurer nos besoins vitaux. Tout à l'heure on parlait des besoins vitaux en énergie, mais nos besoins vitaux premiers, c'est boire, manger, respirer un air de bonne qualité. Donc il y a des problématiques en milieu rural, mais c'est quand même plus sensible en métropole. Donc effectivement, j'ai pas parlé de l'eau, mais on est quand même sur un département, une région globalement où la qualité de l'eau est quand même bien en souffrance, quoi. Vous avez évoqué la question de l'alimentation. Donc aujourd'hui, on a des chaînes et c'est l'énergie abondante, peu chère qui a permis ça. C'est-à-dire qu'on a une production agricole ici qui va partir dans une usine je ne sais où pour revenir ici être consommée. Et ça ne vaut que parce que on a des carburants pas chers, disponibles, qu'on peut se permettre ça. Et aujourd'hui, l'Europe ne produit quasiment plus de pétrole, ou en tout cas sa capacité à produire est en baisse. C'était la mer du Nord, la Norvège encore, donc tout ça baisse. À l'échelle mondiale, le pic pétrolier conventionnel est passé. C'est juste les Américains avec leur pétrole de schiste et les Canadiens qui nous permettent de maintenir aujourd'hui. Donc en Europe, si on ne traite pas ces sujets-là, on va devoir gérer une sobriété forcée en produits pétroliers, quoi. Donc, en tout cas, pour revenir à la question, l'eau, l'alimentation, et puis je dirais que pour embarquer aussi nos concitoyens, parce que ça, c'est un élément important, un autre besoin essentiel, c'est la sécurité. Pour moi, la sécurité passe par le logement. Et voilà, c'est pas forcément un aspect transition écologique, mais quand les gens sont en sécurité dans un logement, ils ont plus de capacité à s'ouvrir, ils ont pas ça à gérer au quotidien, donc on peut parler plus facilement d'autres sujets liés à la transition. Merci Sébastien. Je voulais juste revenir sur l'eau. L'eau, vous savez, elle contient dans les bouteilles, il y a des bouteilles en plastique. Beaucoup de plastique passe et nous l'avalons. À savoir que dans le cerveau humain, il y a à peu près 0,5% du poids d'un cerveau humain qui est d'à peu près de 1,5 kg de plastique. Une petite cuillère de plastique dans un cerveau. Le cerveau et le foie sont 2 cibles. Ça, c'est très très important. Et alors, ça pourrait être relié, par exemple, à des
à des problèmes, je dirais pas psychologiques, mais par exemple la maladie d'Alzheimer. Donc il faut être très très prudent pour l'eau. Ça, c'est simplement pour l'eau, mais aussi tous les médicaments que vous prenez. Ils ne sont pas du tout arrêtés par les stations d'épuration. Ça peut être donc des antibiotiques, des antidépresseurs, des stéroïdiens, etc. etc. Et donc, on a remarqué d'ailleurs que ça modifiait la reproduction de certains poissons. Je pense qu'Éric connaît un peu le sujet, peut-être. Enfin, voilà. Donc, soyons très, très, très prudents. Et alors, il y a une technique maintenant, paraît-il, des labos qui travaillent là-dessus pour éliminer ces particules de plastique qui sont dans l'eau. Je vais rechercher ça et puis je transmettrai après, on verra ça. Et donc, intéressant. Peut-être tu voulais dire quelque chose? L'eau, c'est vraiment mon domaine. Et merci Sébastien de le mettre en premier niveau parce qu'il faut rappeler que ce soit les espèces végétales, les espèces animales ou nous humains, on ne peut pas vivre sans eau. Or, aujourd'hui, 2% des masses d'eau seulement sont en bon état en Ille-et-Vilaine. La directive eau oblige l'État français à atteindre un gap de 20% en moyenne en France. Nous, il faut atteindre le gap de 27% sur l'Ille-et-Vilaine. C'est pour ça que beaucoup d'argent sont engagés, mais il faut comprendre que c'est des années de destruction de nos cours d'eau. C'est des années où on a dénaturé, on a modifié la morphologie des cours d'eau, que ce soit à combler des cours d'eau, à combler des zones humides. Vous voyez, j'en parle avec émotion et colère parce que je voulais aussi dire, par rapport à la question des énergies renouvelables, il ne faut pas que le développement à tout prix de nouvelles sources d'énergie se fasse au détriment de ces questions sur l'eau. Et parfois, je vois des projets arriver sur des zones humides. Et là, je me dis, ça, c'est pas compatible. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas détruire la biodiversité. Je vois des projets de champs de panneaux photovoltaïques sur des zones d'intérêt faunistique et vraiment très intéressantes. D'ailleurs, sur mon territoire à VHBC, et pour une question aussi de rentabilité financière, où on dit, c'est pas grave de détruire une lande, puisque on va avoir des panneaux photovoltaïques. Donc, il faut qu'on arrive à hiérarchiser nos besoins. Et les uns et les autres vont ensemble. Je voulais le préciser. Nous, élus et citoyens, il faut qu'on sache faire une fiche d'impact sur se dire, à un moment donné, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque solution. Ça doit pas être au détriment de la destruction. Et moi, je parle pas de paysage, parce que le paysage, c'est quelque chose de subjectif. Moi, je parle de la destruction de notre biodiversité. Un sociologue, Jean-Marc. Allez, Jean-Marc, on t'écoute. Je trouve ça intéressant parce que les 3% qui restent d'eau buvable, faut pas l'oublier, tout le reste étant non buvable, ça rejoint, ça refait le lien entre les trois interventions. Et c'est là que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce qui est non buvable, faut regarder comment les terres, qu'est-ce qu'elles sont les terres aujourd'hui, les terres agricoles. C'est que quand on mange du bio, on est sûr qu'au moins on a protégé un peu la terre, un petit peu, peut-être même pas mal. Mais c'est quoi les terres bio? C'est 16% sur le total, hein? Et si c'est dans le nord de la France, c'est 6%. C'est-à-dire que les lieux où il y a de l'eau qui est fondamentale, c'est très important. Donc on fait le lien entre l'eau, l'alimentation. Et du coup, la culture se trouve un petit peu au milieu, hein? C'est que pour avoir des projets communs, on est sur ces terrains-là qui amènent à avoir des projets communs qui, quelque part, ont existé, en tous les cas, dans l'éducation. Je prends l'exemple, par exemple, là, je sors du Burkina, où ils ont fini les journées internationales du jardin potager sain, où ils ont fait des concours de jardin potager dans les collèges, les lycées, les universités, les écoles. Il y a 200 écoles qui ont répondu et qui font des jardins. En cherchant, parce qu'il fallait bien quand même essayer de mobiliser ici des expériences qui puissent dialoguer avec ce qui se fait là-bas, je pensais beaucoup à la végétalisation des cours scolaires et les projets qui sortent, qui sont faits par peut-être sont des projets aussi très techniques, presque je dirais bureaucratiques finalement, dans lesquels on ne se pose même pas la question de ce rapport à la nature des élèves et dans le processus éducatif, ce qui est tout à fait très présent dans les projets là-bas. Mais ce que je voulais, en examinant bien les choses, en lisant un petit peu des expériences de l'éducation nationale, jusque dans les avant-guerres,
tous les lycées et les collèges avaient nécessité d'avoir un jardin. Et ça faisait partie de l'enseignement. L'enseignement de la nature était déjà là. Et ça a été cassé après-guerre par les cours, par aussi l'urbanisation, par beaucoup de choses. Mais on retrouve maintenant quelque chose de tout à fait concret, nouveau, et qui rejoint la culture et qui permet d'aborder la question finalement de la transformation énergétique et écologique, et certainement pas la transition, hein, pour pouvoir commencer à faire rentrer ces questions-là au niveau de l'éducation. Et toutes enfin, je reviens avec l'expérience du Burkina, parce qu'en fait, comme c'était international, ça a permis quand même de mettre les réseaux d'ici et Accueil Paysan pour le citer, mais de continuer à travailler sur ce qui a commencé à être ouvert et de commencer aussi à penser que les territoires qui sont par exemple ici, qui ont leur pauvreté, on l'a vu sur l'eau, on l'a vu sur les terres, on l'a vu sur l'air, mais en comparaison d'autres lieux où l'eau, par exemple, la moyenne pour aller chercher de l'eau, c'est 5 kilomètres aller, ça fait 10 kilomètres, et ce sont les femmes qu'il faut, avec 40 kilos, 20 kilos d'un côté, 20 kilos de l'autre. Donc ces questions-là, de l'international à mettre sur la biodiversité, sur la nature, sur l'éducation, c'est quand même quelque chose qui est local et en même temps qui est global. Voilà. Et c'est pour ça que ces 3 interventions-là, je trouve qu'elles se retrouvent et elles touchaient des choses, et vraiment, c'était très très bien de les avoir. À Martigny-Ferchaud, le maire, qui est agriculteur conventionnel et qui a un superbe étang sur sa commune, avait un plan d'eau pour comment dire, avec des plages aménagées. Et puis on lui a interdit de, comment dire, c'était son eau de son étang était, enfin de l'étang de la commune, était à 97% polluée. Il n'en restait plus que 3% d'eau qui était encore possible naturelle, quoi. Alors il s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, et il a embauché Léa Le Gentilhomme, une comment dire, une agroforest, enfin je sais pas quoi, et donc la seule solution pour eux, c'était de replanter. Et donc il y a un film qui a été fait sur qui est en cours de cette opération, et le film il s'appelle Le village qui voulait planter des arbres. Merci d'avoir parlé du documentaire, parce que je connais très bien Léa et je connais très bien Patrick, le maire de Martigny-Ferchaud, parce que je travaillais là-bas. Voilà. Donc non, je voulais revenir sur votre remarque là sur les projets qui ne doivent pas, au-delà de pouvoir dire des cahiers des charges, etc. Il faut tout simplement que ces projets ils appartiennent au territoire et que ce soit les élus et les citoyens qui décident. Et s'il faut pas le faire, eh ben faut pas le faire. C'est tout. On le fera ailleurs ou différemment, etc. Mais c'est par cette prise de contrôle que les décisions pourraient être prises. Et sur la question, je voulais terminer par une petite question. C'était un petit blind taste. Est-ce que ici quelqu'un s'imagine pouvoir griller son pain de façon musculaire? Si je vous mets sur un vélo connecté à un grille-pain, est-ce que vous pensez pouvoir griller votre pain? Qui pense pouvoir le griller son pain? Donc non, effectivement, c'était une petite anecdote. Je sais pas si certains ont vu, mais c'était une vidéo qui a été faite, je sais plus, en Allemagne. Alors un grille-pain, c'est 700 watts. Et globalement, dans les jambes, on a 100 watts. Allez. Et 70 dans les bras. Non, il y avait cette vidéo qui était vraiment très intéressante d'un coureur allemand de coureur sur piste. Alors, vous voyez, ses cuisses sont larges comme moi. Et le gars, il a pédalé pendant 2 minutes. 700 watts. 700 watts, pédaler à 700 watts, c'est monumental, quoi. Il a tenu, mais après, le gars était mort, mais le pain n'était pas grillé. Donc, merci Sébastien. Peut-être qu'Eric peut conclure. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour ces échanges. Je trouve que c'était quand même très intéressant. On a explosé le temps, mais c'est pas un problème. Je veux dire, quand les échanges sont intéressants, il faut pas s'arrêter.